Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie éclairage, lighting. Aujourd'hui, on va voir une notion ultra importante. On va parler des images HDR, aussi appelées HDRI, qui sont plein de formats différents. On le verra aujourd'hui. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces formats un petit peu particuliers, notamment le HDR et le EXR, qu'on va beaucoup utiliser quand on fait de la 3D. Je vous montrerai également comment manipuler les images HDRI dans Blender. C'est pas forcément quelque chose qui est très intuitif, notamment quand on va rajouter des rotations sur l'image. C'est pas un seul bouton à appuyer pour faire une rotation, c'est pas si simple que ça. Il faut aller fouiller un petit peu en détail dans Blender, donc je vous montrerai cette petite astuce. Et on verra également en quoi les images HDR sont ultra intéressantes quand on fait des scènes 3D, parce que ça va nous permettre de rajouter une sorte de lighting environnemental, donc rajouter une lumière basée sur une image 360, et également avoir des indirects par rapport à cette dernière, c'est-à-dire des réflexions et des réfractions dynamiques en fonction de l'image HDR. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Alors ce que je vais faire, pour la scène, je vais rajouter par exemple un plane que je vais étirer comme ceci, et je vais rajouter juste ici, hop là, un décalage avec G de mon cube. Et pour la science également, je vais prendre une petite sphère que je vais mettre juste là. Vous allez voir l'utilité. Je vais faire un clic droit chez Smooth, un CTRL 2. Et ça va être une sorte de crumble. C'est pour voir un petit peu comment réagissent les reflets en temps réel sur une surface qui sera par exemple métallique. Et je vais aller, alors non pas dans le Material Preview Mode, qui lui possède déjà un HDR de base, mais on va aller ici dans le Display Render Preview. Et ça, comme vous le savez, c'est l'aperçu en temps réel de ce qui sera disponible lorsque je ferai un véritable rendu avec Blender. Alors pour les besoins de la vidéo, que ce soit un petit peu plus intuitif, j'enlève, hop là, l'ancien éclairage. Et cette fois-ci, j'ai quasiment rien du tout, mais j'ai pas vraiment rien. J'ai une sorte d'éclairage diffus uniforme gris qui est présent dans ma scène. Ça, c'est ce qu'on appelle un environnement. Dans Blender, ceci est appelé World. Donc si je clique sur World ici, le World Properties, voilà ce que j'ai. Et vous voyez que j'ai bien une couleur ici qui est grise avec une force de 1. Donc si j'augmente un petit peu ceci, j'ai un éclairage diffus qui est constant. Si je le baisse, en contrepartie, ça va baisser. Ou si tout simplement je le laisse à 1, mais que ma couleur de base, je le mets noir, j'aurai plus aucun éclairage présent dans Blender. Ça, c'est ce qu'on appelle un world dans Blender, mais souvent on appelle ça un environnement dans d'autres logiciels de 3D, dans d'autres moteurs de rendu. Pour faire un petit peu le parallèle si jamais vous venez de d'autres logiciels. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer, d'importer une image HDR. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur la petite pastille et je vais cliquer sur Environnement de texture. Et là, voilà ce qui se passe. Par défaut, ça nous fait un éclairage un petit peu fuchsia partout. Ça, dans Blender, j'ai déjà dit, on avait exactement le même code couleur quand on était dans la partie shading et texturing. C'est pas bon signe dans Blender. Cette couleur-là, ça signifie qu'il cherche un fichier qui n'existe pas, ou alors qu'il est censé chercher un fichier, mais que l'utilisateur lui a pas indiqué. Bref, ça veut dire qu'il manque une information, du coup, il ne peut pas afficher concrètement une texture. Mais on remarque bien que si je navigue un petit peu en faisant un pivot en 360, sur l'intégralité de ma scène 3D, j'ai bien une image, pour le moment qui n'est pas identifiable, mais qui est bien projetée sur l'intégralité de Blender, et ça c'est cool. Donc maintenant, plusieurs cas de figure s'offrent à nous. Nous, on va faire un Open. Sachez que dans Blender, on a plusieurs images HDRI qui sont déjà mises à notre disposition. Si je switch en Material Preview Mode, si je prends ma sphère en haut à gauche, que je vais dans les Materials, je fais un petit New, je mets du métallique à 100%, une roughness à 0, vous voyez que là, j'ai bien une image HDR. Alors, elle vient d'où cette image? Elle est proposée par Blender par défaut. Donc, si je clique ici sur la petite flèche et que je vais là, on voit que là, j'ai plein d'images. Donc, j'ai celle-ci, par exemple, qui s'appelle Forest. On peut le voir, hop là, si je survole avec ma souris, j'ai forest.exr. Le format EXR, on va le voir ensemble, il est très important. On a Studio Light, de city.exr, si je clique ici. On a ensuite Courtyard, si je clique également, ça change deux choses, on voit dans notre vue, ça change les réflexions et ça change la manière dont est éclairée ma scène. Alors tout ça c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien pouvoir utiliser cette image-là, par exemple forest.exr, dans mon rendu. Alors comment ça se passe? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez sur votre Blender, vous faites un clic droit et vous pouvez éventuellement ouvrir l'emplacement du fichier juste ici, emplacement du fichier. Et là, ça vous ouvre directement dans Windows, si vous êtes dans Windows, le point .exe. Donc en explorant le dossier source de Blender, vous avez tous les fichiers un petit peu annexes et qui permettent de faire tourner Blender. Si vous êtes sur un autre système d'exploitation comme Linux ou Apple, je suppose qu'il y a un équivalent, je ne saurais pas vous dire, mais
en gros, il faut explorer la source du fichier. Donc là, j'ai bien mon launcher blender.exe. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est, alors au passage, vous voyez que là, on a tous les fichiers, les dossiers, pardon, par version. Donc si je vais dans la 4.4, si je vais dans Data Files, je vais 4.4, mais vous allez dans votre version, hein, et si vous allez dans Studio Lights et dans World, juste ici, vous avez plein d'images HDR qui peuvent être utilisées. Donc vous pouvez copier le pass présent juste en haut. Donc moi, c'est dans Programme File Steam parce que j'utilise le Blender de Steam. Mais en fonction de ce que vous allez avoir, ça va être un fichier différent, un dossier différent, pardon. Donc vous pouvez copier cette adresse-là, ensuite aller dans Blender, retourner dans le World Properties, faire Open, et là, vous allez pouvoir coller en haut avec CTRL-V votre pass. Alors moi, je n'ai pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai déjà enregistré juste ici le lien, qui est exactement le même. Je l'avais changé, j'avais fait un copier-coller, mais vous pouvez aller pointer directement dans votre dossier Blender. Et là, j'ai toutes mes images qui sont présentes. Vous voyez que c'est bien exactement les HDR que j'avais dans mon Windows. C'est exactement les mêmes noms. À la seule différence que pour ouvrir un HDR, il vous faut un logiciel particulier. Donc Photoshop peut le faire. On a des choses comme Chaos Player. On a plein de logiciels un petit peu spécifiques, un petit peu poussés, de graphisme ou de 3D qui permettent de l'ouvrir. Mais vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir avec une visionneuse Windows ou un truc comme ça assez basique. C'est quand même une notion un petit peu plus avancée. Et là, je vais prendre par exemple mon Forest et je double-clique dessus. Et là que je passe du coup de la vue Material Preview ou rendu, j'ai globalement la même chose, à une seule différence, c'est que dans ma vue rendu, j'ai mon HDR également qui s'affiche en fond. Alors l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que je peux facilement voir d'où vient la source lumineuse. Donc là, elle vient d'ici. Et on peut constater que non seulement la source lumineuse émet de la lumière, et du coup, elle projette une ombre. Donc si j'augmente un petit peu mon intensité ici, vous voyez que j'ai mon ombre qui va, au fur et à mesure, être de plus en plus intense. Donc si je mets 5 par exemple, j'ai quelque chose de beaucoup plus éclairé et une ombre beaucoup plus brute, beaucoup plus nette, beaucoup plus visible dans ma vue 3D. Et si je fais un rendu, on ne l'a pas encore vu, hein, mais le raccourci clavier c'est F12, j'aurai exactement le même rendu. Alors, c'est très lumineux là. C'est très lumineux parce que j'ai mis du 5, ça on le fait jamais. Mais si je reste sur du 1, on a le même rendu dans la viewport et dans mon rendu final. Là, depuis tout à l'heure, je suis en moteur de rendu Eevee. Sachez que ça fonctionne à la fois avec Eevee et Cycles. Alors moi, je prends l'habitude à chaque fois de passer par Cycles parce que c'est le moteur de rendu qu'on va le plus développer dans cette formation, parce que c'est du path tracing, parce que du coup, c'est celui qui se rapproche le plus des autres moteurs de rendu présents sur le marché au niveau professionnel. Donc c'est quand même plus intéressant de travailler sur ça si jamais vous voulez bifurquer vers du V-Ray, vers du Arnold, vers du Karma, ou ce que vous voulez. Donc je vais cliquer sur Cycles, je vais passer en GPU pour avoir un calcul qui se fait avec la carte graphique. Et vous voyez que j'ai exactement le même résultat que Eevee, mais bien évidemment en beaucoup plus détaillé. Donc là, vous voyez qu'il se passe deux choses. Non seulement sur les réflexions, j'ai bien une interprétation, j'ai également une interprétation, comme on le voit ici, sur les ombres. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai de la réfraction? On va le voir ensemble. Je vais faire un nouveau matériel, non pas métallique, mais avec de la transmission, comme ceci. Mais vous remarquez que ça fonctionne tout aussi bien. Donc ça, il faut vraiment considérer que c'est un élément présent dans ma scène à part entière, un élément pas vraiment physique, mais qui va être pris en compte dans tous les calculs de rebond de lumière présents dans Blender. Donc ça, c'est quand même intéressant. Là, j'ai pris un HDR de Blender proposé de base, hein, donc vous pouvez tester un petit peu les autres, il y en a plein. Il y en a avec des sources lumineuses plus ou moins marquées. Vous voyez que là, on a une source très précise, du coup, j'ai bien une ombre très nette. Si je prends un éclairage un petit peu plus studio, avec plein de sources de lumière, vous voyez que là, du coup, j'ai plein d'ombres. J'ai autant d'ombres que de sources lumineuses. Donc c'est un peu interprété comme des vrais lights dans Blender, c'est ça qui est assez intéressant. Et je peux bien évidemment, donc ça c'est la grosse force également de l'HDR, rajouter des surcouches. C'est-à-dire que je peux avoir un éclairage de nuit par défaut, qui est ce dernier, et en plus rajouter moi-même mes propres éclairages. Donc tout ça, vous voyez, hein, c'est cumulatif et non destructif. C'est-à-dire que si là, j'augmente un petit peu, je mets du 500, tac, oui, j'ai bien cette source lumineuse qui est interprétée en plus de l'HDR. Donc ça, c'est assez intéressant. Sachez qu'il existe des logiciels, comme des sites, pardon, comme AmbientCG qui permet de télécharger d'autres HDR gratuitement disponibles sur Internet. Donc si je vais sur AmbientCG et que je clique en haut à droite sur HDRI, donc HDR d'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est High Dynamic Range,
et image, donc High Dynamic Range Image. Donc souvent on va avoir du point HDR ou du point EXR. Je vous explique un petit peu l'avantage de ce format-là. Et là, c'est exactement la même chose. Je peux cliquer sur une image, par exemple celle-ci. Je vous conseille toujours de prendre du point EXR et non pas du JPEG pour ce genre d'image. Je vais vous expliquer juste après dans Blender quel est l'avantage de ce format-là. Vous avez du 1K, 2K, 4K, 8K, 12K, 16K. Je vous avoue que, bon, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez aller taper sur du 16K. Moi, pour les besoins de la vidéo, pour que cet échange un petit peu plus vite, je vais prendre uniquement de la 4K. Pour ce qu'on veut faire, c'est amplement suffisant. Donc là, j'ai bien mon HDR qui a été téléchargé. Il n'est même pas dans un zip ou autre comme on a dans les textures qui sont plusieurs niveaux. Donc là, on n'a qu'une seule image. Donc maintenant, si je retourne dans mon Blender, si je fais Open, si je vais dans mes téléchargements et que j'ouvre mon EXR, voilà ce que j'ai. Donc j'ai exactement la même interprétation. Donc ça, c'est cool. Alors, quel est le gros avantage des points EXR ou des points HDR? C'est vraiment les deux formats que vous allez retrouver le plus régulièrement dans ce genre de cas de figure. Souvent, c'est du point EXR. Je vous avoue que c'est le plus utilisé. Pourquoi? Parce que le EXR, il a la grosse force d'être, entre guillemets, lossless. On va pouvoir encapsuler beaucoup plus d'informations dans un EXR que dans un PNG ou du JPEG. Et le gros avantage, c'est que comme vous l'avez remarqué, on va utiliser ces images-là pour faire du lighting, pour faire de l'éclairage. L'avantage des EXR, c'est que regardez, quand j'ai une source lumineuse qui est ici, quand je vais baisser l'intensité ici dans Blender, ma source lumineuse, elle va être de moins en moins importante. Donc on va pouvoir gérer le lighting directement en augmentant un petit peu l'exposition de mon image. Mais vu que cette source lumineuse va être encapsulée de manière un petit peu différente, on y reviendra après, je vais pouvoir vraiment gérer l'intensité de mon éclairage ici. Et la grosse force de l'EXR ou de l'HDR, c'est qu'il a des valeurs qui peuvent être beaucoup plus larges en termes de gamme, en termes de spectre. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails, ce serait un petit peu complexe. Mais comparé à du PNG ou du JPEG qui va être clampé beaucoup plus rapidement, le XR va vous permettre d'avoir des valeurs élevées beaucoup plus importantes, sans avoir ce qu'on appelle un clamping, donc une bride à 1 par exemple. Concrètement, ça veut dire que là où globalement vous avez en temps normal quelque chose qui va entre 0 et 1 sur du PNG, sur du JPEG, quand vous allez vouloir augmenter votre source lumineuse, ce qui va se passer, c'est que si votre source lumineuse, par exemple, elle est à 0, vous allez l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter. Et ici, peu importe comment vous allez l'augmenter, ça va être clampé à 1. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle une image cramée. Donc toutes les valeurs proches de 1 vont cramer au fur et à mesure. Et vous allez avoir un clamping à 1. Alors qu'avec les formats EXR, vu qu'on encapsule dans beaucoup plus de bits, avec des gammes, des valeurs plus étendues en termes de spectre, mais vous allez avoir potentiellement possibilité de dépasser cette valeur 1. Bon, au bout d'un moment, bien évidemment, vous allez avoir un clamping également qui physiquement ne peut pas être évitable, mais vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus souple en termes de données. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet d'avoir, entre guillemets, plus de couleurs, c'est pas vrai, hein, mais ça permet d'avoir plus de valeur disponible sur votre éclairage. Donc voilà comment ça se comporte un petit peu, et voilà pourquoi on utilise du LXR. On l'utilise également pour du texturing, notamment pour des... alors, pas très peu souvent pour des diffuse, des roughness ou autre, mais par exemple pour du displacement, où il nous faut des valeurs très détaillées, très poussées, et on ne veut pas d'artefacts de compression de couleurs de pixels, souvent on utilise du LXR. Pareil sur les sorties d'images quand on va faire des rendus, on verra tout ça ensemble, mais quand vous encapsulez une image de rendu, on va jamais faire du PNG, jamais faire du JPEG, on fait tout le temps du EXR, donc du OpenEXR pour le nom global. Pour le petit historique, je crois que c'est ILM qui a mis en place cette technologie, donc ils sont vraiment des mastodontes dans les effets spéciaux ou autres, donc on peut leur faire confiance. Et ce qu'on utilise professionnellement dans la plupart des studios, c'est également du point EXR. Donc il a également la force de pouvoir encapsuler plusieurs layers où on mettra les AOV quand on fera des rendus et du compositing. On verra également tout ça ensemble. Revenons un petit peu à ce sujet-là, mais petit aparté qui était nécessaire pour expliquer un petit peu le XR ou le HDR. Donc comment je peux, par exemple, là imaginons que je sois satisfait de mon éclairage, comment je peux faire une rotation de ce dernier? En général, j'ai vraiment un objet physique qui me permet de le sélectionner, de faire une rotation. Mais dans Blender, concrètement à d'autres moteurs de rendu, mon HDR, vous voyez, c'est pas un éclairage physique, c'est vraiment des world properties, c'est l'environnement qui a des propriétés spécifiques, donc c'est des pixels qui vont éclairer ma scène, mais j'ai pas un élément que je peux, sur lequel je peux faire un rotate par exemple. Alors je vais être obligé de passer
par le shader editor. Petite astuce, en haut à gauche, dans le shader editor, vous avez 3 choses. Vous avez l'object, line style et le world. C'est ce qui va nous intéresser. Et si je clique ici, en fait, on retrouve un système nodal. Les deux sont interconnectés. Donc si j'augmente l'intensité ici, vous voyez que ça l'augmente également ici. Et là, je vais pouvoir indiquer à Blender que je vais faire une rotation. Et qui dit système nodal dit exactement, plus ou moins, les mêmes nodes qu'on peut retrouver dans le shader editor de base. Donc là, je pourrais mélanger, par exemple, mixer 2 EXR, ça marcherait très bien. Et je pourrais également rajouter 2 nodes. Donc concrètement, comment faire une rotation d'un HDR en utilisant les worlds dans mon node editor. Je vais rajouter un node qui s'appelle mapping. Je vais rajouter un node qui s'appelle texture coordinate. Je vais relier mon generate à mon vector parce que je veux bien dire à Blender que mon système de propagation, de diffusion, de dépliage entre guillemets de texture sur mon HDR, c'est de l'automatique avec du généré. Je mets mon vecteur sur mon vector. Par défaut, rien ne change. Mais maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir rajouter des rotations sur mon HDR. Et là, ce qui est magique, c'est que tout se fait en temps réel. Que l'on soit sur Cycles ou sur Eevee, tout ça, c'est compatible. Regardez, si je retourne sur Eevee, pour vous montrer un petit peu, si je fais une rotation, hop là, j'ai changé le scale, je me suis trompé. Si je fais une rotation, j'ai bien tout qui va changer. Alors je le fais en Z parce que c'est la chose la plus cohérente, mais je pourrais changer le Y, je pourrais changer le X si je le voulais. Ça n'a pas trop de sens dans mon cas de figure. Souvent, on le garde en Z pour avoir quelque chose qui physiquement soit cohérent, puisque tout ça, normalement, c'est scanné par rapport à des véritables images. Donc voilà, ça vous permet vraiment de faire une rotate par rapport à ça. Et du coup, si vous avez bien compris, je pourrais très bien, avec Shift D, rajouter un petit mix shader, hop là, que je mettrai juste là, tac, et faire, par exemple, le même système de nœuds que j'ai ici. Donc je vais prendre tout ça, je vais faire un Shift D, je vais mettre juste ici, tac. Je vais relier, hop là, mon shader à mon shader. Alors je pourrais faire des choses totalement incohérentes, et faire par exemple 2 soleils, vous voyez. Et je superposerai 2 choses. Eevee, vous voyez qu'il a un petit peu de mal à interpréter la double ombre, mais si je passe sur Cycles, j'aurai vraiment 2 projections d'ombre, vu que là c'est vraiment du lancer de rayon qu'il effectue. Et je pourrais avoir des choses incohérentes comme ça, mais qui peuvent avoir leur utilité dans des cas vraiment très spécifiques. Et du coup, vous voyez, dans mes réflexions, on voit vraiment qu'on a 2 HDR qui sont superposés. Donc une fois que j'ai ceci, je pourrais très bien changer mon HDR, prendre par exemple quelque chose qui n'a rien à voir, un éclairage de nuit, et j'aurai également là mes 2 interprétations en temps réel qui sont superposées. Donc là, on peut vraiment manipuler notre HDR comme on manipulerait tout simplement un shading, comme on l'a vu déjà dans le shader editor. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, la dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est que c'est bien beau d'avoir tout ça en fond, mais la plupart du temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut récupérer dans le rendu. Là, si je fais un rendu, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais avoir mon image présente en fond. Moi, j'aimerais bien dire à Blender, ok, dans ton interprétation, tu prends bien un HDR pour tout ce qui est réflexion, pour tout ce qui est réfraction, pour tout ce qui est projection d'ombre, donc globalement tous les indirects de ma scène, mais par contre, je veux pas que physiquement, tu sois visible en fond. Je veux pas que tu sois visible en background, je veux quelque chose de transparent, comme on a par défaut lorsqu'on enlève mon image. Donc pour ce faire, je vais aller dans les Render Properties. Ça, j'insiste également, c'est compatible à la fois Cycles et Eevee. Je vais aller dans Film et je vais cocher ici le Transparent. Et grâce à ça, j'ai bien un background qui va être transparent, qui va avoir une alpha à 0. Mais malgré tout, vous voyez que j'ai toujours ma réflexion, ma réfraction, ma projection d'ombre, mon éclairage global sur ma scène. On n'en a pas parlé, mais en plus de réflexion et réfraction, sur les éléments de base, bien évidemment, il va y avoir un calcul de lumière qui va être effectué. Et là, si je change ma rotation, vous voyez que ça fonctionne tout à fait bien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un affichage dans mon background, parce que physiquement, concrètement, c'est pas vraiment un objet tangible dans Blender, mon HDR. C'est vraiment une interprétation de calcul de lumière. Donc, l'affichage à la vue 3D, c'est uniquement pour plus de confort si vous n'avez pas une Chrome Ball, par exemple, pour voir un petit peu comment ça réagit, comment est la direction. Mais pour le rendu final, c'est très rare qu'on affiche l'HDR renderable sur mes éléments. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. L'HDR, c'est vraiment quelque chose qui est important. La notion qu'il faut retenir, c'est pourquoi on utilise du EXR, parce que ça a des valeurs beaucoup plus élevées que du PNG ou du JPEG, par exemple, pour ne citer que. Donc le XR est beaucoup utilisé en 3D. Le format, vous allez souvent en entendre parler, c'est pour ça que j'ai insisté dessus. Pourquoi utiliser l'HDR? Pour avoir des éclairages un petit peu
dynamiques basées sur des environnements pour avoir des jolies réfractions. Alors là, on a fait un shader ultra basique, hein, mais imaginons que là, j'ai un asset avec du, je sais pas, du noise texture sur du bump tech que je mets sur ma hauteur, sur ma normale. Voilà, comme ceci. Par exemple, si je prends... Alors, je vais baisser un petit peu le... Je vais baisser un petit peu, je vais mettre à 0,1. Si je prends également un noise texture et que je mets ça sur ma roughness, on change un petit peu les détails. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter un color ramp pour vous montrer sur des matériaux des fois un petit peu plus complexes comment ça peut réagir. Voilà, vous voyez, ça permet vraiment... Tac. Ça permettrait vraiment d'avoir des éléments comme ça qui réagissent assez bien à la lumière en rajoutant des informations supplémentaires. Parce que pour avoir des éléments qui viennent d'un environnement global, hein, comme on a ici, comme on a dans la vraie vie, quand vous êtes en extérieur, ben, tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des projections par rapport à ce qui vous entoure. Ben là, ça permettrait vraiment... ça permet vraiment d'avoir des véritables interprétations et ça rajoute un petit peu en réalisme. Donc si vous faites, je sais pas, le rendu d'un arbre en extérieur, bah, c'est quand même cool d'avoir un HDR d'une forêt par exemple qui va venir simuler des éclairages d'éléments présents potentiellement autour de votre objet. Donc voilà, tout ça c'est quand même assez intéressant, c'est pour ça que je voulais vous présenter, parce que dans la plupart des rendus de 3D, on a une petite HDR qui vient rajouter un éclairage global, un éclairage diffus, qui va rajouter des informations dans les réflexions, dans les réfractions. Parce que passer de ça, allez si j'enlève ça, tac, passer de ça à ça, tac, avec, je vais mettre par exemple une couleur unie, passer de ça par exemple à ceci, ben vous voyez que là, on perd considérablement en information. Parce que Blender n'a pas suffisamment d'informations pour faire des jolies réflexions et des jolies réfractions. Là, il a juste des couleurs fixes, des couleurs unies. Donc il a besoin d'informations supplémentaires pour rajouter un réalisme, et c'est pour ça qu'on utilise à chaque fois le HDR. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé 20 minutes juste sur les HDR. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. À la prochaine.